Déjà sous l'Empire romain, au cœur de la Gaule romaine, des armateurs mariniers gaulois puissants s'étaient regroupés en confréries, les nautes de Lutèce. Il s'agissait de marchands de l'eau qui avaient pour responsabilité d'approvisionner l'ancienne ville de Paris, Lutèce, par voie fluviale. Ces confréries traverseront le temps et survivront à l'invasion franque. Il fallut attendre l'année 1160 pour retrouver sa trace. Nous sommes sous le règne de Louis VII le Jeune. Ainsi, le royaume de France verra éclore au fil du temps ces communautés de métiers qui seront au XVIIIe siècle plus connues sous le nom de corporations de métiers. Qu'étaient ces communautés de métiers? C'est ce que nous allons voir. Bon épisode. À partir du XIIe siècle, des artisans d'une même profession allaient se regrouper volontairement pour défendre leurs intérêts. Petit à petit, ces corps de métier ou anses ou guildes, selon la situation géographique, se feront reconnaître par le seigneur, puis par le roi lui-même. La communauté était dotée d'un règlement qui au début était rudimentaire, mais qui sera par la suite plus richement fourni. Personne ne pouvait s'installer et vendre une marchandise sans appartenir au métier et y être passé maître. Les communautés de métiers connurent leur période de maturation au XIIIe siècle grâce à Étienne Boileau, nommé prévôt de Paris par Saint-Louis. En 1268, il rédigea le livre des métiers qui permit de répertorier tous les métiers de Paris accompagnés de leurs coutumes et de leurs règlements. Les droits des ouvriers allaient être protégés par un ordre social chrétien. De qui étaient composées les communautés de métiers? Âgé entre 10 et 15 ans, l'apprenti signait devant le notaire son contrat d'apprentissage et se formait pendant plusieurs années à un métier. En plus de sa formation, l'apprenti était logé, nourri et habillé par le maître. Il était traité comme un membre de la famille. La communauté veillait à la protection et à la formation professionnelle du jeune homme. Une fois la période d'apprentissage terminée, le jeune homme devenait compagnon, véritable classe ouvrière de l'Ancien Régime. Engagés pendant un an, renouvelable par le maître, certains d'entre eux entamaient un tour de France pour parfaire leur technique, leur expérience, et ainsi de chantier en chantier, découvrir de nouveaux savoir-faire et aspirer à devenir l'élite ouvrière du temps. Ensuite, les compagnons se divisaient en deux catégories, ceux qui allaient devenir maîtres et ceux qui resteront compagnons. Une fois compagnon, l'ouvrier ne connaissait pas le chômage. Propriétaire de son métier, la corporation lui fournira toujours du travail. L'ouvrier voulant accéder à la maîtrise devait passer un examen devant un jury pour prouver sa capacité à produire un chef-d'œuvre, terme qu'il faut dissocier de l'œuvre d'art. Le chef-d'œuvre était la preuve manifeste de la haute valeur professionnelle du candidat. Une fois réussi, le nouveau maître prêta serment sur les reliques des saints ou des évangiles. Une fois reçu, il lui restait plus qu'à s'acquitter des droits de maîtrise et de s'installer à son compte. Véritable administrateur du corps de métier, élu chaque année en jurande jusqu'au XVe siècle, par les apprentis, les compagnons, les maîtres, plus tard seuls les maîtres pourront voter, ils ont pour mission de juger les difficultés entre patrons et ouvriers, de défendre les droits et les privilèges du corps qu'ils représentent. Et oui, à la Révolution, nous avons aussi aboli les privilèges des ouvriers. Ils visitent les ateliers afin de vérifier la conformité du règlement, celui-là même qui fixait de manière très minutieuse la fabrication, les salaires, les prix, les heures de travail et punissait les malfaçons et les fraudes. Les confréries organisaient la vie religieuse des membres d'un métier et assumaient l'organisation de l'assistance matérielle et morale pour l'ensemble de ses membres pauvres, malades, vieillards, veuves ou orphelins. Le but spirituel de la confrérie était évidente. Chacune d'elles avait un saint pour patron et élisait domicile dans la chapelle d'une église paroissiale. Elles furent une magnifique illustration de la charité chrétienne, véritable structure de cohésion et de charité entre les hommes. Puis arriva progressivement la Renaissance, accompagnée de son appétit grandissant pour l'argent. Colbert, à la fin du XVIe siècle, réglementa et contrôla les communautés de métiers. Le déclin s'annonça. Quesnay, puis plus tard Turgot, véritables ennemis de ces associations, en bons libéraux séduits par les théories libérales anglaises,
amorcèrent la fin de cet âge d'or. Les communautés ou corporations de métiers furent abolies en 1791 par la loi d'Alardé. Désormais sans protection, la vie des ouvriers connut la chute des salaires, la désorganisation de la production, la pénurie et la hausse des prix. Voilà, j'espère que vous avez apprécié et si vous voulez soutenir mon travail, deux possibilités. Cliquez ici pour commander un des livres de ma maison d'édition ou alors cliquez ici pour me faire un petit don via la plateforme Tipeee. Merci beaucoup et à bientôt.